20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Voilà, le pape François pragmatique, Juan José Dorado, si l'on se fie à ce que l'on vient d'entendre, le pape ne peut plus simplement plus effectuer certaines obligations trop difficiles physiquement. À 87 ans, cela peut se comprendre en même temps. Cela peut se comprendre, d'autant plus que depuis un certain nombre d'années, il y a eu beaucoup de pépins physiques. Donc, il a été opéré au mois de juin. Il a dû annuler un voyage, un déplacement à Dubaï qui était prévu. Certains discours qui ont été donc lus par quelqu'un d'autre et pas par lui. Vous avez montré des images, il se déplace en fauteuil roulant. Donc, tout ça est compréhensible, mais c'est vrai qu'il il nous a fait à tous une grosse frayeur hier avec cette annulation à la dernière minute, d'autant plus que l'année dernière, il n'avait pas participé, mais ça avait été annoncé à l'avance. Alors le fait effectivement de pratiquement en direct voir comment retire le fauteuil du pape, ça vous pose des questions et ça vous interpelle. Donc effectivement, c'est normal, mais en même temps, effectivement, 87 ans, vous l'avez dit, mais en même temps, est-ce qu'il peut renoncer à son pontificat, sachant que Benoît XVI l'a déjà fait, se retrouver avec 3 papes, c'est peut-être pas la meilleure des choses aujourd'hui pour l'Église, même si 2 sont retraités. Les fêtes catholiques de Pâques très importantes en Espagne, notamment, je me tourne à nouveau vers vous, Juan José Dorado. On suit attentivement tout ce qui se passe depuis l'Espagne en ce week-end pascal. Parce que vous l'avez dit, effectivement, les fêtes catholiques en Espagne, surtout en Semaine Sainte, les processions avec les passos qu'on appelle en Espagne sont massifs. Il y a des dizaines, des milliers de personnes qui sortent dans la rue justement pour le suivre. Donc, et puis, il y a ce regard très particulier des Espagnols vers un pape qui parle espagnol, qui est argentin, qui est jésuite. Et donc, pour les Espagnols, c'est un pape important, même si Benoît XVI l'était. Mais c'est vrai que pour les catholiques espagnols, avoir ce pape-là est quand même quelque chose d'important. Et les problèmes de santé qu'il puise avoir, ça interpelle encore plus tous les fidèles espagnols, fidèles et pas fidèles aussi. Et on en parle beaucoup à la télévision, dans les médias. On a beaucoup parlé justement de ce qui s'est passé hier soir, mais les images d'aujourd'hui, où effectivement, on l'a vu participer donc à la veillée et demain à cette messe des ouvriers Torbi à la place Saint-Pierre, ça rassure tout le monde. Est-ce que cela tient aussi peut-être, Juan José Dorado, à la personnalité de ce pape qu'on avait beaucoup commenté quand il était arrivé en 2013, présenté un peu comme une star, comme un pape très politique aussi? C'est un pape très politique. Richard a fait référence parce qu'il a mené avec lui un programme de réforme de l'Église et il retrouve quand même des difficultés à avancer dans les réformes. Mais c'est vrai que, encore une fois, pour les Espagnols, le fait qu'il soit argentin est quelque chose de plus. Le fait aussi qu'il ait un caractère très, très ouvert. C'est quelqu'un de très accessible. Et souvent, il a beaucoup communiqué avec la presse dans les voyages papales, dans l'avion. Donc, c'est vraiment un pape qui a apporté quelque chose de nouveau à cette Église catholique. Et la première des choses, c'est justement cette envie de réformer. Il y a ceux qui se disent que ça ne va pas très loin, mais vous avez, dans le catholicisme, dans toutes les religions, les réformes sont toujours très difficile. Comme pour le Qatar d'ailleurs, Juan José Dorado, ce qui est difficile, c'est de prouver tout cela. Tout ça est assez difficile de prouver, mais attention, parce que vous avez les ingérences russes dans la politique européenne, ça date. Et je donne un seul exemple, c'est le cas du mouvement d'indépendance en Catalogne, où le Parlement européen a demandé une enquête sur l'ingérence russe, justement, dans ce mouvement d'indépendance. Donc, il ne s'agit pas uniquement de payer ou pas payer, de faire du lobbying auprès des députés. La réalité, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est aller du côté de l'Espagne avec la Catalogne. Donc, on va voir effectivement avec une commission d'enquête où est-ce que ça nous amène. Mais rappelez-vous aussi ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Il a dénoncé à plusieurs reprises les ingérences russes. J'ai encore cette image à côté de Poutine à Versailles où il a dénoncé des médias, entre guillemets, russes qui avaient essayé d'intervenir dans la campagne française. Donc, les ingérences russes, ça existe depuis des années
Et ça s'est intensifié à partir de 2014 avec l'invasion d'une partie du territoire ukrainien. On voit par exemple Raphaël Glucksmann qui disait, lui, qui est le troisième homme pour l'instant dans cette campagne, qui disait il y a déjà des mois et des mois, qu'il prédisait que les Russes allaient sans doute vouloir perturber le scrutin, Juan José Dorado. Je pense tout simplement qu'on ne doit pas oublier non plus l'enquête qui a été menée par les services de sécurité de la Tchéquie, qui ont démontré effectivement que via Voice of Europe, il y avait certainement l'achat des députés ou le paiement des députés et eurodéputés derrière. Là, ça touche donc les services tchèques, mais il y a aussi donc la Pologne et c'est d'autres pays qui sont impliqués. Mais en même temps, je dirais, c'est tout à fait normal, entre guillemets, puisque on a appris aussi très récemment que la Chine, via les États-Unis, via la Nouvelle-Zélande, etc., a accusé la Chine, effectivement, de faire pratiquement la même chose. Donc, au Parlement européen, à la Commission européenne de faire très attention dans les semaines, dans les mois à venir, et c'est doté, comme la France va essayer de le faire, puisque c'est passé à l'Assemblée nationale en première lecture, d'une loi qui prévoit justement de lutter contre les interférences, les ingérences. Comment elles se manifestent, les ingérences russes en Espagne, par exemple? Vous avez parlé de la Catalogne tout à l'heure. Essentiellement, c'était la Catalogne, avec des contacts entre le gouvernement catalan et des ex-diplomates de l'Union des Russes, qui étaient d'ailleurs prêts, selon les services secrets espagnols, à appuyer dès la déclaration d'indépendance, de reconnaître tout de suite la Catalogne comme État indépendant. Donc effectivement, ce type d'ingérence dans la politique intérieure d'un pays, effectivement, c'est assez grave. Alors ça découle, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, ça se passe en Roumanie, ça se passe en Pologne. On voit quelle est l'influence en Hongrie. Voilà, les syndicats qui demandent 400 millions d'euros et qui ne comprennent pas, Juan José Dorado, que tout l'argent parte finalement dans les Jeux de Paris. Ça part dans les Jeux de Paris et ils vont demander cet argent à un moment donné où justement on essaye de fermer les vannes parce que le déficit français est très important. Mais ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qui est récurrent. Ça fait des années et des années que les parents d'élèves, que les professeurs, les syndicats le dénoncent. Ce qui est nouveau en quelque sorte, c'est qu'effectivement, depuis quelques semaines, ils sont tous d'accord à faire grève, que ce soit les grèves. Ça dure depuis un mois la mobilisation. J'ai une collègue au bureau qui habite la Seine-Saint-Denis, le mari est professeur et donc une vendredi sur deux, elle n'envoie pas ses enfants au lycée. Et c'est une façon de faire greffe aussi les parents. Et cette unité aujourd'hui entre parents et professeurs et élèves est importante. Et ça montre à quel point, effectivement, la Seine-Saint-Denis a été délaissée depuis un certain nombre d'années. Et quand vous voyez effectivement les images de l'état des délabrements d'un certain nombre des lycées ou des collèges, vous comprenez qu'ils demandent de l'argent, mais ça tombe à un très mauvais moment. Il paraît difficile qu'ils puissent avoir 5000 postes tels qu'ils le demandent aujourd'hui, ou qu'ils puissent avoir les 400 millions qu'ils demandent en urgence pour ce département. Juan José Dorado, pour vous, ces problèmes, ils sont liés, les problèmes de moyens économiques, financiers, et aussi ce problème d'autorité à l'école aujourd'hui? Ils sont tout à fait liés, et d'autant plus que, si vous remarquez, depuis François Hollande, les différents gouvernements de François Hollande, on a changé de ministre de l'Éducation tous les X mois. Le dernier changement, on a eu un ministre de l'Éducation qui est devenu effectivement Premier ministre, mais il a fait quoi? Un mois et demi à peine. Donc effectivement, l'éducation, c'est compliqué, d'autant plus qu'effectivement, politiquement, on se passe la patate chaude. Chacun a l'idée magnifique et merveilleuse qui va solutionner les problèmes. Et le problème, c'est que il n'est jamais résolu. La mobilisation des parents, des enseignants, de l'éducation nationale dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis un mois maintenant. Est-ce qu'il y a l'équivalent de cette situation dans vos différents pays, en Espagne, Juan José Dorado? Pas vraiment, parce que le système espagnol est assez différent, il est très décentralisé, donc c'est les gouvernements régionaux qui gèrent l'éducation, puisque tout a été transféré aux gouvernements régionaux. Donc pour vous dire, un professeur qui travaille en Andalousie ne gagne pas la même chose qu'un professeur qui travaille au Pays Basque, en Catalogne, en Galice ou à Madrid, puisqu'il y a un salaire base, par exemple, qui est établi, mais après, chaque communauté met les moyens dont elle croit avoir besoin pour l'éducation. Donc il y a
des différences au niveau des salaires des professeurs, mais aussi dans le traitement du nombre de professeurs, puisque chaque région décide du nombre de professeurs qu'elle va embaucher. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de colère nationale, donc, on va dire. Il n'y a jamais de colère nationale, et en même temps, puisque c'est assez régionalisé, ça permet tout de suite de percevoir où sont les problèmes. Donc, que ce soit dans un village de l'Andalousie ou dans un village de la Catalogne, tout de suite, le gouvernement régional peut réagir, puisque de toute façon, c'est à eux de gérer, que ce soit les établissements, les bâtiments, les professeurs, les politiques éducatives. Donc tout ça, c'est très décentralisé et ça évite des gros problèmes nationaux comme ceux qu'on voit. Mais est-ce qu'il y a des régions qui sont plus délaissées que d'autres ? Il y a d'autres, oui, mais en même temps, le responsable in fine, c'est le gouvernement régional. Et ça se paye dans les urnes, parce que les gouvernements régionaux sont élus aussi. Donc, ils ont un besoin d'avoir des résultats à leur politique. Donc, effectivement, ils font très attention, que ce soit en matière de santé ou en matière d'éducation, parce que c'est décentralisé et c'est eux les premiers responsables de ce qui se passe et de la dégradation ou pas, effectivement, du secteur éducatif. Juan José Dorado, cette mobilisation des enseignants, des parents d'élèves aussi de Seine-Saint-Denis, elle arrive au même moment, on le disait tout à l'heure un peu en préambule, et bien que voilà tout ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'éducation, les annonces hier de Nicole Belloubet, après ces menaces d'attentats en ce moment dans des collèges, dans des lycées, aussi après le retrait, ce départ à la retraite anticipé de ce principal. Ça arrive en même temps, et en même temps, ça peut cacher justement ce qui est en train de se passer du côté de Saint-Denis. Tout simplement parce qu'effectivement, là, on parle des menaces de mort, on parle des mouvements terroristes, et effectivement, ça pourrait cacher ce qui se passe du côté de Saint-Denis. Mais ça montre encore une fois la difficulté qu'a la France, peut-être effectivement trop centralisée par rapport à d'autres pays européens, à gérer son éducation. Et pas uniquement, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on change de ministre tous les 6 mois ou tous les ans, mais parce qu'aussi les moyens qu'on met à disposition ne sont pas suffisants, mais aussi parce que chaque ministre arrive avec une réforme différente. Donc les professeurs ne sont pas contents, les élèves sont perdus. J'ai une fille lycéenne qui me disait l'année dernière, je n'aurai pas des maths l'année prochaine, et là maintenant elle me dit, oui, mais je vais avoir des maths l'année prochaine, parce qu'à chaque fois on change la réforme. Et tout ça, ça crée effectivement du désordre dans une éducation qui est, on l'a toujours dit, les Français l'ont toujours demandé, l'un des piliers de la France. Mais apparemment, c'est un pilier qui tremble un tout petit peu. Alors, Juan José Dorado, pays du Sud, tiens, vous faites partie des partisans ou des opposants au changement d'heure ? L'Espagne, déjà, comme tout le monde, a approuvé en 2019 cette directive européenne pour qu'on ne change plus d'heure, mais apparemment, on a laissé. On n'en parle plus, visiblement. On n'en parle plus pour l'instant parce que certains pays avaient des doutes pour l'application. Mais vous savez, quand on parle effectivement d'économie d'énergie, ça a été calculé en Espagne, donc sur l'année 2023, on a épargné, entre guillemets, autour des 300 millions d'euros, ce qui est vraiment une goutte d'eau dans un budget d'un État. Et sur ces 300 millions d'euros, 290, c'était pour l'industrie et le secteur tertiaire. Pour les foyers, ça représentait 90 millions, c'est-à-dire 6 euros par foyer. Alors, une économie des 6 euros par foyer en Espagne, je pense que les Espagnols peuvent s'en passer effectivement du changement d'heure, d'autant plus que nous avons une différence horaire de 1 heure avec les îles Canaries, qui n'ont pas le même horaire que la péninsule, et donc peut-être avec ce changement, on aura tous le même horaire en Espagne. Bon, en Espagne, on se couche tard, donc s'il y a plus de lumière vers la fin de soirée, c'est encore mieux. Mais au-delà, quoi qu'il arrive, il fait nuit quand on dîne. Voilà. Mais au-delà des économies d'énergie, effectivement, après, il faut regarder peut-être plus près les questions qui sont liées aux troubles du sommeil, voilà, on a parlé de la santé. Mais oui, c'est ça que je voudrais dire. Et là, c'est autre chose complètement différente. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, on a changé dans les années 70 pour économiser de l'électricité. Donc peut-être qu'on va trouver une autre raison pour ne pas faire ce changement. Cela dit, effectivement,
beaucoup de pays méditerranéens sont peut-être justement pour éviter ce changement d'heure. Autre conséquence, je sais qu'on en parle beaucoup en France, je ne sais pas si c'est le cas, mais tiens, en Espagne par exemple, Juan José Dorado, quand on repasse en général à l'heure d'hiver, on dit attention aux accidents de la route qui sont plus nombreux en général quand il fait nuit plus tôt. C'est une réalité. Après, on va tous regarder les statistiques, voir s'il y a plus de morts ou moins de morts, moins d'accidents, ou plus d'accidents. Mais bon, la réalité, encore une fois, c'est que pour les Espagnols, plus tard la nuit tombe, mieux c'est. Parce qu'effectivement, on est des couches tard. Mais ça devient compliqué, effectivement, à chaque changement d'heure. Parce que, effectivement, après, on a le changement d'hiver. Et là, se lever la nuit, au moral, oui, ça fait mal. Est-ce qu'un couche-tard espagnol reste un couche-tard même en France, Juan José Dorado? Oui, sans aucun doute. Je confirme. C'est génétique. Tiens, dernière question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, alors ça n'arrive plus trop aujourd'hui avec les téléphones portables qui se mettent à l'heure tout seuls, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater un rendez-vous avec ces changements d'heure par le passé? Juan José? Ça m'est arrivé. J'ai pas perdu un avion, mais j'y suis arrivé en retard à un déjeuner, un week-end. Ça la fout mal. Hein. Ça la fout mal. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus.